Mesdames, Messieurs, chères actrices et acteurs de l'éducation, je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire organisé à l'occasion du premier anniversaire de la publication du livre Enseignement explicite, pratique et stratégie. Vous pouvez retrouver un lien vers sa présentation déposée par Laetitia Delbar, qui est membre de notre équipe dans le chat. Je m'appelle Christophe Bacot, je suis doctorant à l'Université de Mons et co-auteur du livre. J'assurerai la gestion du webinaire. Toute l'équipe est très heureuse de voir que nous sommes déjà plusieurs centaines rassemblés ce soir. Sans plus attendre, je vais introduire le webinaire et rappeler le programme. J'aimerais, dès le début, pointer qu'à la fin du webinaire, j'aurai le plaisir de vous inviter à deux événements. L'un qui est organisé par des collègues et un deuxième qui est une conférence de Marie Boquillon, qui sera offerte aussi en comodal. Cet événement aura lieu dans le cadre des 40 ans de notre institut. Après l'introduction, auront lieu les différentes présentations. Toute l'équipe vous souhaite de passer un moment riche durant ce webinaire. En Belgique francophone, comme je le disais, comme dans d'autres systèmes éducatifs, les résultats scolaires des élèves sont fortement liés aux milieux sociaux desquels ils proviennent. Dit autrement, ça impacte leur trajectoire scolaire et professionnelle. L'émancipation qui est visée n'est donc pas la même pour tous. Dit autrement, l'équité, ça reste un défi sociétal majeur. En Belgique, comme d'autres systèmes éducatifs, l'équité entre les élèves, c'est-à-dire le fait que, peu importe leurs caractéristiques initiales, les élèves puissent réaliser des apprentissages équivalents, ce n'est pas une réalité. Si on prend donc l'image de l'ascenseur que j'évoquais, en disant que l'école devrait être un ascenseur social, on peut dire que cet ascenseur est défectueux et qu'il n'est pas encore réparé. Sans rejeter les autres démarches pédagogiques, nous nous sommes intéressés à l'enseignement explicite depuis déjà longtemps, car celle-ci pourrait contribuer à changer la donne. Cela sera présenté dans ce webinaire. Un ensemble de recherches soutiennent que l'enseignement explicite peut permettre au plus grand nombre d'élèves de réaliser les apprentissages visés, tout en réduisant les écarts. Cela soutient aussi que tout ne se joue pas en dehors de l'école et que l'enseignant peut contribuer à faire la différence. Le livre Enseignement explicite, pratique et stratégie, quand l'enseignant fait la différence, a été rédigé au sein de l'Institut d'administration scolaire de l'Université de Mons, qui porte un intérêt de longue date pour les questions d'efficacité dans l'équité du système éducatif. L'ouvrage trouve initialement ses racines dans la mise en œuvre d'un dispositif de formation initiale des enseignants, et en particulier dans le travail doctoral de Marie Boquillon, première auteure du livre, et de séjours qu'elle a effectués au Québec. Il trouve également ses racines dans les formations continues qui ont été dispensées par notre équipe, ainsi que mon expérience d'instituteur primaire. Dit autrement, cet ouvrage a été conçu à partir d'une expertise scientifique, d'une part, mais aussi d'autre part à partir de l'apport d'expériences de terrain sur une longue période. Cela fait désormais 1 an, presque jour pour jour, que l'ouvrage a été publié. Et nous tenons à remercier plusieurs personnes et organismes à cette occasion. Nous remercions tout d'abord les éditions Debouc Supérieur pour leur confiance et leur soutien. Nous les remercions par ailleurs d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. C'est un vrai plaisir. Nous tenons aussi à remercier notre préfacier et nos postfaciers. Il s'agit du professeur Pascal Bressou et des professeurs Claire Montgauthier et Steve Bissonnette qui sont également des nôtres ce soir. Ils ont permis de renforcer la légitimité de cet ouvrage. Depuis sa parution, plusieurs médias et organisateurs d'événements nous ont également conviés pour présenter le contenu de l'ouvrage. Nous aimerions remercier en particulier les éclaireurs de la RTBF, le festival Out of the Book, la Foucade, le magazine Prof, Être Prof, School TV, le Salon de l'éducation, les Clionotes, etc. Enfin, nous tenons également à remercier nos lecteurs et nos auditeurs de ce soir pour l'intérêt qu'ils ont pu porter à nos travaux. Le webinaire est divisé en 2 grandes parties, comportant chacune 3 interventions. Premièrement, Marc Demeuse, chef de l'Institut d'administration scolaire, statisticien, spécialiste des questions de politique éducative, prendra la parole pour une intervention portant sur l'efficacité. Il définira ce que l'on entend par efficacité, en soulignant que l'émancipation recherchée, c'est par les connaissances et les compétences que l'on peut l'atteindre. Deuxièmement, Marie Boquillon, première assistante à l'Université de Mons,
proposera une intervention lors de laquelle elle présentera pourquoi l'enseignement explicite est pertinent et comment le mettre en œuvre. Enfin, pour ma part, je présenterai plusieurs éléments proposés par l'enseignement explicite pour gérer l'hétérogénéité des élèves, qui est un défi pour beaucoup d'enseignants. Après les 3 présentations, il y aura donc un temps de questions-réponses. Au vu du nombre de personnes et du temps dont nous disposons, je vous demanderai d'écrire vos questions dans le chat et Laetitia Delbar nous fera parvenir quelques questions qui ressortent particulièrement. Enfin, la deuxième partie du webinaire est un panel lors duquel nous écouterons des témoignages du terrain, 3 enseignants qui mettent en œuvre l'enseignement explicite. Il s'agira d'une enseignante de l'enseignement primaire, Chloé Gravé, une enseignante de l'enseignement maternel, Florence Ferry, puis une enseignante de l'enseignement secondaire en France, Sophie Fournier. Après cela, il y aura un nouveau temps d'échange. Vous pourrez leur poser quelques questions via le chat et elles pourront y répondre. Je clôturerai d'abord en désignant en annonçant les 3 gagnants qui auront gagné l'ouvrage qu'on met en jeu aujourd'hui, et puis en vous invitant encore à quelques événements qui seront également gratuits et aussi à distance en commodal. Sans plus tarder, nous allons pouvoir débuter avec la présentation de Marc Demeuse. Merci Christophe. Alors, en préparant cette présentation, je suis retombé sur un message de Steve Bissonnette, que je salue d'ailleurs, qui reprenait une phrase que moi j'aime beaucoup, de William, qui dit l'enseignement est intéressant parce que les élèves sont très différents, et on nous rappelle toujours que les choses sont très très différentes, mais aussi que cela est possible d'enseigner parce qu'ils se ressemblent terriblement à certains égards. Et donc, si les élèves étaient différents et uniquement différents, on ne saurait pas faire grand-chose, on ne saurait pas enseigner. Et donc, l'intérêt, c'est qu'ils soient à la fois différents, c'est les défis, mais qu'ils aient aussi beaucoup de points semblables, ce qui permet aussi de construire une méthode, une approche et pouvoir développer un enseignement dans une classe et pas simplement avec un seul élève à la fois. Alors, efficacité, équité, c'est un sujet qu'on traite depuis très 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 longtemps. Et souvent, le mot efficacité gêne les collègues enseignants, parce que souvent, on le rapporte à une efficacité économique, comme si l'idée était de faire de la rationalisation et de diminuer les moyens. Alors, ce n'est pas dans ce sens-là que nous l'entendons, c'est dans le sens d'atteindre ces objectifs. Et quoi de plus naturel que, quand on est enseignant, de vouloir atteindre des objectifs qu'on s'est assignés ou qu'on nous assigne à travers les programmes, à travers les différents programmes. Donc, on a des référentiels qui nous donnent des choses à faire. Et notre bonheur, enfin en tout cas mon bonheur comme enseignant, c'est d'essayer d'atteindre ces objectifs, la légitimité des objectifs. Et ils ne sont pas que cognitifs, et c'est aussi l'intérêt de ce qu'on va développer avec vous, c'est de se dire, on n'est pas dans une profession libérale. Nous sommes des enseignants, de l'enseignement public, et même quand on n'est pas dans l'enseignement public, on a des objectifs qui nous sont assignés, ils sont légitimes. Chez nous, en Belgique francophone, ils sont assignés par le Parlement. Et donc, c'est cela les objectifs, à la fois cognitifs, mais aussi non cognitifs. Je crois que c'est aussi important et on traitera des 2 aspects. Un point évidemment essentiel et qu'on oublie parfois, on évalue beaucoup à l'école, on évalue beaucoup les élèves, mais la question de est-ce qu'on atteint vraiment nos objectifs est une question pour moi essentielle comme enseignant. C'est est-ce que finalement ce que j'ai fait m'a permis d'y arriver, est-ce que ça marche vraiment? Et ça pose aussi la question des méthodes, de se demander qu'est-ce qui marche vraiment, de manière à ce que je puisse mettre en œuvre professionnellement ce qui a le plus de chances de fonctionner. Et la composante équité, évidemment, comme Christophe l'a évoqué, c'est le fait que finalement on assure à tous des chances égales d'émancipation sociale, ce qui pour nous est une des finalités du système belge francophone, mais je pense que dans vos propres systèmes à travers le monde, vous allez retrouver cette idée que tous les élèves sont concernés et qu'on a à s'occuper de tous les élèves et pas laisser certains élèves sur le côté. Alors parfois on les laisse les plus rapides ou les plus lents. C'est pas du tout ça l'idée, c'est de travailler en faveur de tous les élèves pour que réellement s'exerce leur capacité à s'émanciper. Alors, je dis parfois de façon un peu provocante en Belgique francophone, finalement, c'est quoi le défi? C'est vaincre l'hypocrisie d'un système chez nous dont la seule valeur ou la plus grosse valeur partagée, c'est la notion de liberté. Or, la liberté, c'est bien, mais si tout le monde en bénéficie. Et donc l'idée d'efficacité et d'équité pour tous les élèves me semble le cœur de l'histoire. Alors, pour essayer de modéliser cela, souvent on essaie de modéliser les choses quand on est chercheur. On se réfère à Benjamin Bloom, déjà un texte fort ancien de 1979 ou 79, qui dit finalement
c'est quoi l'idéal pour un pédagogue? Ben, c'est d'augmenter le niveau des résultats, hein, c'est de faire en sorte que finalement la moyenne des résultats soit élevée, que les dispersions entre les résultats soient les plus faibles possibles. Il n'y a pas beaucoup de raisons que certains soient très forts et d'autres très faibles. Ça peut arriver, mais ce n'est pas l'objectif. Et un gros défi dans des systèmes où la ségrégation, par exemple, existe fortement dans nos établissements, ou dans nos classes même, c'est de dire qu'on essaie aussi de diminuer autant que faire se peut les corrélations entre les variables non changeables, c'est-à-dire le fait d'être un garçon, d'être issu d'un milieu plus ou moins favorisé, de parler la langue d'enseignement à la maison, etc. Donc toutes ces variables dont nous ne sommes pas responsables, diminuer la corrélation entre ces caractéristiques que je ne peux pas changer, je ne peux pas changer mes parents, et les résultats scolaires, ben, c'est un des objectifs, et c'est évidemment pas l'objectif le plus simple, mais quand on se donne ces trois objectifs-là, ça permet de mieux comprendre ce que nous mettons derrière l'idée d'efficacité, atteindre simultanément, ou en tout cas d'approcher au mieux possible ces trois objectifs. Souvent aussi, un des problèmes qu'on va rencontrer, c'est l'idée que les objectifs sont parfois peu ou mal spécifiés, ou s'ils sont bien spécifiés par le système, ils ne sont pas nécessairement bien intégrés par les enseignants. Si on ne sait pas ce qu'on veut faire, il y a peu de chances qu'on y arrive. Y arriver par hasard, il y a assez peu de chances. Les méthodes aussi, quand on est amené comme chercheur à l'université à étudier l'efficacité des méthodes, souvent on se heurte à qu'est-ce que vous faites réellement, quelle est votre méthode? Eh bien, les choses sont peu précises, et ça plaide pour qu'on aille aussi voir dans les écoles, dans les classes, et qu'on puisse effectivement voir ce qu'on y fait, comment on le fait, et de spécifier sans doute un peu mieux les méthodes. Et puis, il y a souvent aussi peu, en tout cas dans le monde francophone, peu ou pas d'évaluations comparables, ce qui nous permet de nous dire, finalement, mes évaluations dans ma classe, elles sont ce que moi j'en fais, la méthode, c'est ce que j'en fais, les objectifs, ils sont donnés, mais finalement, est-ce que je suis loin du compte? Est-ce que je suis loin de ce que font mes collègues? Et est-ce que ma façon de faire est la meilleure? C'est évidemment une bonne question à laquelle on ne peut répondre que quand on a des points de comparaison. Un autre problème qu'on aura sans doute l'occasion d'évoquer, c'est chacun souvent réinvente la roue. Donc ne pas avoir de méthode, c'est se condamner à réinventer la roue et à essayer, tâtonner. Et nous, on a une phrase qui dit les élèves ne sont pas des cobayes. Donc tout ce qu'on peut faire de façon professionnelle en se basant sur des connaissances et en augmentant nos chances de réussite et les chances de réussite des élèves, eh bien c'est bon à prendre, évidemment. Et ça pose la question importante pour les professionnels de la différence entre la recherche et ce qu'elle dit, et puis les croyances que nous avons et qui ne sont pas toujours étayées. Et ça, c'est vrai dans beaucoup de cas. On ne peut pas tout modéliser, mais essayons autant que faire se peut de retirer des informations, des connaissances qui sont plus établies ou mieux établies. Voilà. Alors ça, je crois que c'est un point important. Et dans les préoccupations que nous avons, nous, il y a aussi évidemment à quoi forme-t-on les enseignants et comment capitalise-t-on sur ces méthodes et sur l'expérience des collègues. Point important, évidemment, lié à l'émancipation, mais là, je ne vais pas développer ce point-là, c'est évidemment à quoi sert l'école et qui sert l'école. Et pour nous, évidemment, l'usager, le bénéficiaire ultime, c'est bien l'élève. Donc, quand on fait de la formation d'enseignant, quand on choisit des méthodes, plutôt celle-là qu'une autre, eh bien, c'est dans la perspective, évidemment, de mieux servir notre public, que sont les élèves qui nous sont confiés. Et peut-être, pour terminer, insister sur le fait qu'il n'y a pas d'opposition entre connaissances et compétences. On a eu, avec l'apparition de l'approche par compétences dans le monde francophone, cette tendance à supprimer les connaissances, à dire tout est compétence, on va s'intéresser qu'à cela. Ce n'est pas notre point de vue. Là, je vous affiche simplement la définition légale en Belgique francophone de ce qu'est la compétence. Et si vous prenez au sérieux la définition, c'est-à-dire une aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoir, de savoir-faire et d'attitudes, permettant d'accomplir un certain nombre de tâches, vous voyez que les connaissances, les savoir-faire, les savoir-être, tout y est, et c'est la mobilisation de cela qui est importante, et il n'y a pas d'opposition, et le blabla qu'on fait parfois sur compétences, savoir-faire, et ces oppositions ne servent en rien, finalement, le système éducatif. Voilà, c'est balayer extrêmement rapidement les choses, mais je crois que ça vous permet comme ça de voir un peu les coulisses, et ce qui nous a, nous, dans l'équipe, et mes deux collègues, et Antoine de Robert-Mazur, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, nous a poussé à faire cet ouvrage, et je rends la parole, je pense, à Marie. Merci pour votre intérêt pour notre ouvrage et cet événement. Pour ma part, je vais vous présenter une intervention qui s'intitule « Pourquoi et comment mettre en œuvre l'enseignement explicite ». Alors, en guise d'introduction, 2 raisons pour lesquelles on s'est particulièrement intéressé à cette approche, et qu'il s'agit d'une approche pédagogique efficace et équitable, au sens où Marc Demeuse vient de vous définir l'efficacité,
Et par ailleurs, c'est également, vous allez le voir, une approche pédagogique très concrète. Pourquoi? Parce qu'elle est finalement issue du terrain, comme je vais pouvoir vous le montrer, et formalisée par la recherche. Alors, on abordera ensemble 4 grandes questions. Pourquoi et comment mettre en œuvre l'enseignement explicite? On fera un petit parallèle avec l'enseignement explicite des comportements, qui est particulièrement important et abordé dans notre ouvrage également, et également avec la pratique réflexive qui est au cœur de nos travaux et qui est vraiment en lien également avec l'enseignement explicite. Alors, pourquoi mettre en œuvre l'enseignement explicite? Je vais vous présenter en fait 3 raisons interconnectées de mettre en œuvre cette approche pédagogique. La première, c'est que c'est une approche dont l'efficacité pour enseigner des contenus scolaires a été démontrée. Donc, par contenu scolaire, on entend les mathématiques, l'écriture, la lecture. La deuxième, c'est que c'est également une approche utile et efficace pour gérer les comportements des élèves. Et la troisième, c'est qu'elle tient compte de la charge cognitive des élèves. Alors, première raison, je vous l'ai dit, une approche dont l'efficacité a été démontrée sur l'apprentissage des contenus scolaires. Efficacité au sens où mon collègue vient de vous la définir. Alors, comment on peut dire de nos jours que cette approche a fait ses preuves au niveau de l'apprentissage des élèves? Je vous ai ici résumé, adapté une partie de l'ouvrage qui présente en fait différents types de recherches et différents niveaux de preuves en éducation, considérant que quand on parle d'une approche pédagogique, le niveau de preuve ne sera pas le même si c'est mon collègue ou mon formateur qui me le propose sur base de son opinion, ou si c'est basé sur une série de recherches menées patiemment sur le terrain, dans des classes, avec des enseignants ou des élèves. Et donc, sur mon schéma, au plus on monte dans la pyramide, au plus le niveau de preuve est dit élevé. Pour rendre ça un peu plus concret, je vais en fait vous parler de cette taxonomie des types de preuves en éducation en vous racontant en quelque sorte l'histoire de l'enseignement explicite. La première chose que vous devez savoir quand on vous parle d'enseignement explicite, c'est que ce n'est pas un chercheur ou un enseignant ou un formateur qui s'est réveillé un matin en se disant « Tiens, je vais inventer une nouvelle approche pédagogique aujourd'hui ». Ce n'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. En fait, tout a commencé avec ce qu'on appelle des recherches observationnelles et corrélationnelles dans les années 60, déjà 70. Alors, à quoi ça ressemblait à l'époque? Des chercheurs ont pris le temps d'aller s'asseoir dans de nombreuses classes et d'observer les comportements des enseignants. Et ils ont comme ça mis en évidence qu'il y avait toute une série de comportements que j'ai mis ici en évidence en orange sur ma dia, tels que les démonstrations, la pratique guidée, les rétroactions, qui étaient associés à de meilleurs résultats des élèves. Dit autrement, dans les classes où on voyait ces comportements-là, on observait également de bons résultats des élèves. Alors, à l'époque, c'était déjà une belle découverte, mais qui dit corrélation dit qu'on n'était pas certain que c'était vraiment ces comportements qui causaient la réussite des élèves. Ça aurait pu être une toute autre variable. C'est pourquoi les chercheurs sont allés un cran plus loin en menant ce qu'on appelle des études expérimentales. Alors là, ici, à nouveau, je vous ai simplifié et adapté le tout vu le délai qui nous est imparti, mais en gros, à l'époque, on formait donc différents groupes d'enseignants. Schématiquement, ici, j'en ai représenté 2 à l'écran. Un groupe conformé aux pratiques intéressantes qui avaient été repérées lors des études observationnelles précédentes et un groupe qu'on laissait enseigner comme d'habitude, de manière usuelle. On prenait des résultats au niveau de l'apprentissage des élèves avant et après l'intervention. Et finalement, les chercheurs ont pu valider que c'était bel et bien ces pratiques intéressantes qui faisaient mieux réussir les élèves. Et il y avait donc bel et bien un lien de cause à effet cette fois qui a pu être démontré. Ici, je vous ai schématisé un peu le tout, mais sachez qu'à l'époque, on a mené ce genre d'études aussi avec plus de groupes, pas juste 2, et on les a répliqués plusieurs fois. Et donc, on mettait en quelque sorte les pédagogies sur un banc d'essai et on regardait lesquelles produisaient les meilleurs effets sur les apprentissages des élèves, au sens où on l'a défini tout à l'heure, c'est-à-dire la définition de Bloom, de permettre au plus grand nombre de réussir et de réduire les écarts entre les élèves. Ce qui est intéressant de nos jours, c'est que toutes ces recherches expérimentales sont synthétisées dans de grosses synthèses de recherche qu'on appelle des méta- et des méga-analyses, qui montrent également l'efficacité de l'enseignement explicite dans différentes disciplines, pour une grande variété d'élèves, à tous les âges, même pour les adultes, et dans des contextes culturels différents.
C'est ce qui nous permet de dire finalement que l'enseignement explicite repose sur une base de connaissances conçue minutieusement et patiemment via des expérimentations sur le terrain et toujours mise à jour actuellement. Je pense notamment au très bon travail doctoral de Madame Céline Guilmois, qui est aussi présente parmi nous aujourd'hui et que je salue également. Enfin, et on développe ça largement dans l'ouvrage, finalement, tout en haut de la pyramide, l'enseignement explicite repose sur la concordance entre les recherches expérimentales dont je viens de vous parler, les recherches en psychologie cognitive dont je toucherai un mot dans quelques minutes, et une définition conceptuelle très concrète qui fournit tout un ensemble de pistes très pragmatiques aux enseignants, dont on en évoquera une série ce soir et qui sont également évoquées en détail dans l'ouvrage. Deuxième raison d'utiliser l'enseignement explicite, c'est qu'en plus d'être efficace pour enseigner des contenus, c'est efficace pour gérer les comportements. Alors ici, je vous le fais en plus bref, mais en gros, exactement le même type de recherche, observationnelle, expérimentale, méta et méga-analyse, exactement le même type de recherche ont permis de montrer l'efficacité de cette approche pour augmenter l'engagement et les résultats scolaires des élèves et diminuer leurs écarts de conduite. C'est également l'enseignement explicite des comportements, son efficacité a également été montrée grâce à de nombreuses recherches menées sur le soutien au comportement positif, traduction de Positive Behavioral Interventions and Supports. Et enfin, troisième raison d'utiliser l'enseignement explicite, en fait, les recherches dont je vous ai brièvement parlé il y a quelques minutes, elles sont en fait basées, elles nous permettent de savoir que l'enseignement explicite est efficace. Mais les recherches en psychologie cognitive, elles nous permettent de comprendre pourquoi c'est efficace. Alors, brièvement ici, il y a deux grands types de découvertes dans les recherches en psychologie cognitive qui soutiennent l'enseignement explicite. Premièrement, ce sont les travaux de Gary qui montrent que les apprentissages scolaires tels que l'écriture, les mathématiques ou encore la lecture ne s'apprennent pas comme les apprentissages naturels tels que la marche. Au contraire, ils nécessitent un enseignement explicite où l'enseignant va enseigner et montrer aux élèves comment réaliser les tâches qui tient compte de leur charge cognitive. C'est le deuxième grand concept issu de la psychologie cognitive qui permet de comprendre pourquoi l'enseignement explicite est efficace. C'est-à-dire qu'en fait, en enseignant explicitement, tel qu'on va vous le montrer aujourd'hui, on évite de surcharger l'élève de trop d'informations qui ferait qu'il n'est pas capable finalement de les mémoriser, de les transférer vers sa mémoire à long terme. Après vous avoir brossé ces trois grandes raisons d'utiliser l'enseignement explicite, je vais maintenant vous parler de la manière de le mettre en œuvre dans sa classe en vous fournissant quelques pistes qui sont approfondies dans l'ouvrage et qui seront illustrées par mes collaboratrices enseignantes que je remercie une nouvelle fois de témoigner à l'issue de nos interventions. Alors, avant de vous présenter ces pistes, je vais faire un petit détour par l'étymologie. C'est qu'à la fin des livres médiévaux, c'est assez intéressant et vous allez voir où je veux en venir, était écrit explicitus, qui signifie le livre est déroulé. Et je trouve l'image assez jolie. Vous devez imaginer ici, imaginons que j'ai un parchemin avec moi qui soit enroulé et que je le déroule devant les élèves pour leur expliciter des choses qui, sans cela, resteraient implicites à leurs yeux. Donc, je trouve cette image assez jolie et je voulais vous la partager. Et cette idée de dévoiler, elle est présente également dans la littérature scientifique, notamment dans la définition de Hattie qui parle de visible teaching et visible learning, pour mettre en évidence le fait que l'enseignement doit être visible et explicite pour les élèves et que l'apprentissage des élèves doit également être rendu visible pour l'enseignant via différentes stratégies qu'on va aborder avec vous ce soir. Alors, comment mettre en œuvre l'enseignement explicite? En fait, via des gestes professionnels qui sont décrits en détail dans notre ouvrage, qui sont mis en œuvre, ces gestes professionnels fondamentaux de gestion des apprentissages et de gestion de classe, lors de 5 grandes étapes de l'enseignement explicite. Ces étapes s'appellent l'ouverture de la leçon, le modelage, la pratique guidée, la pratique autonome et la clôture de la leçon. Je vous les illustre ici avant de les passer en revue avec vous via un outil concret qui est disponible dans l'ouvrage
et qui est en fait un petit outil que tout enseignant peut afficher dans sa classe pour expliciter les étapes aux élèves, parce que cet outil, en fait, il décrit de manière synthétique, dans un langage compréhensible pour les élèves, les actions qui sont attendues de l'enseignant d'une part et des élèves d'autre part, lors de chacune des étapes. Et donc, l'enseignant peut également placer un petit aimant, par exemple, pour montrer aux élèves à quelle étape ils en sont dans la leçon. Je vais maintenant passer en revue brièvement chacune de ces 5 grandes étapes avec vous, en vous nommant parfois les gestes professionnels qui les caractérisent et en vous en explicitant certains un peu plus dans le délai qui m'est imparti. Sachez que si vous voulez en savoir plus sur ces gestes professionnels, ils sont décrits en détail dans l'ouvrage et à la fin du webinaire, nous vous annoncerons une future conférence où on abordera tout ça avec davantage de détails encore. Alors, l'ouverture de la leçon sert à obtenir l'attention des élèves afin qu'ils soient en mesure de comprendre les objectifs de la leçon et son utilité. Elle sert également à leur rappeler les connaissances préalables nécessaires aux nouveaux apprentissages. Alors, pour cela, l'enseignant va notamment capter l'attention des élèves via différentes stratégies telles que le fait de faire un geste, de taper dans ses mains, de balayer la classe du regard pour établir un contact visuel avec chacun de ses élèves. Il va leur présenter l'objectif de la leçon, et surtout le justifier, c'est-à-dire expliquer aux élèves pourquoi cet objectif est important, à quoi ça sert et dans quelles circonstances ils vont pouvoir utiliser les apprentissages. Il va également, via différentes techniques de questionnement et de tests diagnostiques, vérifier les connaissances préalables des élèves pour éviter de construire sur du sable sa nouvelle leçon. Et il va vérifier la compréhension, leur fournir des rétroactions et leur réenseigner si nécessaire. Ici, je nomme volontairement uniquement ces gestes parce que je vais en reparler dans quelques minutes lors des autres étapes. Ensuite, on a l'étape de modelage qui est vraiment importante où l'enseignant va en fait montrer et expliquer à l'étudiant comment réaliser une tâche. Vous allez voir que c'est une activité qui valorise et qui développe la métacognition des élèves parce qu'à ce moment-là, l'enseignant, en fait, il va démontrer et décrire précisément les stratégies qu'il met en place pour réaliser une tâche devant les élèves en mettant un haut-parleur sur sa pensée. Par exemple, si la leçon porte sur l'inférence, c'est-à-dire apprendre aux élèves à déceler des informations qui ne sont pas explicitement écrites dans un texte, l'enseignant va produire des inférences lui-même à partir d'un texte en explicitant aux élèves toutes les questions qu'ils se posent et toutes les démarches qu'il met en œuvre pour produire les inférences. Il va alors présenter des exemples et des contre-exemples, donc des erreurs à ne pas commettre en réalisant la tâche. Il va souligner les aspects importants de cette tâche, le tout en quelques minutes, puisque l'idée ensuite, c'est que le cœur de l'enseignement explicite, c'est l'étape suivante, c'est la pratique guidée, qui a pour but de permettre aux élèves de pratiquer ensemble et avec l'enseignant des tâches similaires à celles démontrées lors du modelage. Alors pour ça, il y a différentes modalités, je vous en présente 2. La première, c'est ce qu'on a appelé dans l'ouvrage la pratique guidée collective. Imaginons ici que j'ai montré à mes étudiants comment faire des inférences. Eh bien là, je vais en choisir 2 ou 3 au hasard pour qu'ils fassent à leur tour des inférences, des tâches similaires à celles que je leur ai montrées lors du modelage, en mettant à leur tour un haut-parleur sur leur pensée. Vous voyez que cette fameuse métacognition, cette idée de mettre des mots sur nos démarches mentales, elle traverse finalement la démarche tout au fil des étapes. On peut également mettre en place un enseignement réciproque lors de la pratique guidée. Dans ce cas-là, on va mettre les élèves par 2 et on va leur demander chacun leur tour de réaliser des tâches similaires à celles qui ont été démontrées lors du modelage et de se les réexpliquer à l'un l'autre, à nouveau en mettant l'accent sur leur processus. En quelque sorte, ils jouent là le rôle de mini-prof l'un de l'autre. Lors de la pratique guidée, l'enseignant circule entre les bancs et vérifie la compréhension des élèves de manière spécifique, c'est-à-dire en demandant aux élèves de reformuler avec leurs mots ce qu'ils ont compris. Ça lui permet d'avoir une compréhension assez fine finalement de la compréhension des élèves, plutôt que de leur poser ce qu'on appelle des questions un peu stéréotypées du type
Avez-vous compris? Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a compris? Auxquels les élèves peuvent répondre par l'affirmative, même s'ils n'ont pas compris. Lors de cette étape, il y a aussi un fort accent qui est mis sur les rétroactions. L'enseignant va donner beaucoup de rétroactions, beaucoup de feedback aux élèves, des feedbacks qui seront les plus élaborés, les plus riches possibles, en explicitant aux élèves pourquoi leur réponse est bonne ou mauvaise et en mettant l'accent sur les stratégies mises en place par eux. Il y aura aussi beaucoup d'étayage. L'enseignant donne beaucoup d'aide aux élèves, qu'elles soient visuelles, verbales ou physiques. Et enfin, cette étape se termine par un petit test formatif en fin de pratique guidée, puisque pour pouvoir passer à l'étape suivante, un élève doit obtenir 80% de réponses correctes lors de la fin de la pratique guidée. Ça lui permet alors d'avoir accès à la pratique autonome, qui a pour but de permettre aux élèves de pratiquer suffisamment pour intégrer les nouveaux apprentissages à leurs apprentissages préalables. Pour cela, l'enseignant continue de vérifier la compréhension de manière fine, de fournir des rétroactions et de l'étayage, mais évidemment, il les diminue au fur et à mesure que l'apprenant devient plus compétent. C'est ce qu'on appelle le désétayage. L'enseignant leur propose également de nombreux exercices pratiques dans différents contextes pour favoriser le transfert. Et le seuil de réussite visé ici est de 90 à 95% de réponses correctes. Enfin, lors de la clôture, le but est de permettre aux élèves de prendre du recul sur ce qu'ils ont appris, de poursuivre la pratique et de prendre connaissance du sujet de la prochaine leçon afin d'établir des liens entre les différents apprentissages. Pour cela, l'enseignant va vérifier à nouveau la compréhension des élèves et leur demander de verbaliser leur métacognition. Il va par exemple leur demander « qu'a-t-on appris aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est important à retenir ? Quelles sont les démarches que vous avez mises en place? Quelles sont les difficultés que vous avez peut-être rencontrées en réalisant les tâches ?» Il va continuer à formuler des rétroactions précises aux élèves et il va même inviter les élèves à se formuler des rétroactions entre eux, ce qui est à nouveau un geste professionnel assez intéressant pour développer la métacognition et les capacités d'autorégulation des élèves. Il va également annoncer l'objectif de la leçon suivante, toujours pour expliciter un maximum de choses, y compris les liens entre les leçons et entre les apprentissages. Je vais maintenant, en quelques minutes, faire un parallèle entre tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent et l'enseignement explicite des comportements, sachant que si cette thématique vous intéresse, c'est une thématique que je développerai particulièrement lors de la prochaine conférence à laquelle on va vous convier à la fin de ce webinaire. Alors, pourquoi enseigner explicitement des comportements et pas juste des contenus tels que les mathématiques ou le français? Eh bien, c'est une question d'équité, parce que tous nos élèves n'ont pas la chance d'avoir appris en dehors de l'école les comportements qui sont attendus dans le cadre particulier de l'école et de la société. Finalement, enseigner de manière explicite les comportements attendus dans nos classes et dans nos écoles, c'est vraiment fondamental et c'est finalement inculquer des valeurs aux élèves qui sont le fondement de l'enseignement explicite des comportements. Brièvement, je vous présente cet outil qui est présenté à titre d'exemple dans le livre, qui est ce qu'on appelle une matrice comportementale, où en fait, l'enseignant a choisi 3 valeurs dans sa classe que vous voyez dans les rangées de mon tableau. Et dans les colonnes, on voit les activités que l'enseignant met souvent en place dans sa classe. Et à l'intersection des lignes et des colonnes, l'enseignant a rédigé ce qu'on appelle des attentes comportementales, des comportements attendus, formulés en jeu pour responsabiliser et impliquer l'élève, et formulés de manière positive, parce que si je vous dis ce que vous n'avez pas le droit de faire dans ma classe, vous ne savez pas ce que vous avez le droit de faire. Et donc ici, avec un tel outil, on donne accès aux élèves à ce qu'ils doivent faire dans la classe, plutôt qu'à une longue liste d'interdits. Mais si j'ai ce type d'outil, je n'ai pas encore enseigné explicitement, hein. J'ai juste clarifié les attentes dans ma classe. Pour enseigner, je vais passer exactement par les mêmes étapes que celles que je vous ai décrites. Donc, je vais ouvrir la leçon en présentant la règle et en expliquant pourquoi elle est importante. L'idée, ce n'est pas de donner une longue liste d'interdits aux élèves arbitraires. Je vais ensuite montrer aux élèves les comportements attendus
et des contre-exemples, donc ce qui n'est pas attendu dans ma classe, et je vais leur permettre de pratiquer les comportements attendus via notamment des activités de jeu de rôle. Alors, j'en ai parlé très brièvement, vous dire que l'enseignement explicite des comportements fait partie en fait d'un système plus large de gestion des comportements qui est très bien documenté dans la littérature sur l'enseignement efficace et l'enseignement explicite des comportements, qui propose vraiment une véritable palette de stratégies préventives et positives, donc à mettre en place avant même que des problèmes de comportement surviennent dans une classe ou dans une école, ainsi que des stratégies correctives pour intervenir auprès des élèves qui mettent tout de même en œuvre des écarts de conduite, mais qui sont différentes de la punition. Si ça vous intéresse, à nouveau, tout cela est abordé dans l'ouvrage et fera l'objet d'une conférence plus longue. Un mot aussi pour vous dire que j'ai beaucoup parlé ce soir de la phase d'interaction entre l'enseignant et les élèves, mais que l'enseignement explicite met beaucoup l'accent, comme dans le modèle PIC de nos collègues Claire Montgauthier et Steve Bissonnette, sur la planification et la consolidation, donc les activités de révision qu'on propose aux élèves. Tout cela est également abordé dans l'ouvrage via notamment des exemples concrets de planification et un canevas vierge permettant aux enseignants de planifier de nouvelles leçons. Vous dire aussi que lors de cet événement et de nos différentes interventions, nous ne sommes nullement en train d'affirmer qu'il faudrait utiliser l'enseignement explicite en tout temps, pendant 6 heures par jour avec nos élèves. Toutefois, dans certaines circonstances, notamment lorsque le niveau de compétence des élèves est faible et qu'ils sont face à une tâche nouvelle ou complexe, on pense que cette approche pédagogique doit faire partie de la palette de stratégies des enseignants, sans exclure évidemment d'autres approches pédagogiques qui peuvent être utiles dans d'autres circonstances. Un petit mot sur la pratique réflexive, puisque c'est au cœur de nos travaux. L'ouvrage propose également des outils concrets qui permettent aux enseignants de porter un regard réflexif sur leur pratique, ainsi que des grilles d'observation qui leur permettent de s'observer ou encore d'observer des collègues ou des étudiants. En conclusion, l'enseignement explicite est une approche pédagogique concrète qui permet de gérer les apprentissages et les comportements des élèves. Ça propose une palette de stratégies et de gestes professionnels auxquels il est possible de se former. Et à ce sujet, il y a également avec l'ouvrage un cahier de ressources de l'enseignant téléchargeable que je vous invite à consulter. Merci beaucoup pour votre attention et j'ai le plaisir de repasser la parole à mon collègue Christophe Bacot. Voilà, j'espère que tout le monde m'entend bien. Je doute que ça fait déjà beaucoup d'informations et je vais tout de même en rajouter quelques-unes. Je vais proposer ici en fait une lecture, une relecture de l'enseignement explicite sous l'angle de la gestion de l'hétérogénéité des élèves, à la fois à partir de la littérature scientifique et puis de mon expérience d'instituteur primaire. Alors, rapidement pour introduire, comme cela a été évoqué précédemment en référence aux valeurs d'une école démocratique, des élèves provenant de milieux socio-économiques différents, ayant des besoins particuliers, fréquentent les mêmes établissements scolaires et les mêmes classes. Dès lors, les enseignants et les équipes éducatives doivent gérer l'hétérogénéité des élèves. Cette présentation, elle va se centrer, donc, comme je l'ai dit, sur une relecture de la démarche d'enseignement explicite, dans le temps au regard de la gestion de l'hétérogénéité, mais dans le temps imparti, il y a d'autres aspects intéressants concernant l'hétérogénéité qui ne pourront pas être abordés, comme par exemple les politiques éducatives relatives à l'inclusion. Le plan, eh bien d'abord, nous allons aborder 3 points particuliers. D'abord, j'essaierai de me demander si finalement l'enseignement explicite, est-ce que c'est un bon enseignement pour tous ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire une progression prudente? En quoi ça a un rapport avec l'enseignement explicite? En quoi l'enseignement explicite centre l'attention des élèves et de l'enseignant sur les apprentissages visés? Et puis, je conclurai sur l'enseignement explicite au regard de la gestion de l'hétérogénéité. Première partie. Lorsqu'on regarde globalement les étapes de la démarche d'enseignement explicite, comme Marie les a présentées juste avant moi, on pourrait penser qu'il y a un même enseignement pour tout ce qui est prévu. Et c'est vrai que tous les élèves vont progresser par les différentes étapes et que le même modelage initial est proposé pour tous. Cependant, il y a des moments de différenciation entre ces étapes qui sont prévues.
il y a quelques moments de différenciation qui sont prévus au sein de la pratique guidée et de la pratique autonome, ainsi qu'entre ces deux étapes. Puisque pour passer de la pratique guidée à la pratique autonome, les élèves doivent réussir une évaluation formative. Dans la classe, comme je le montrais juste après, tous les élèves ne sont pas à l'étape de la pratique guidée ou de la pratique autonome au même moment. Cela permet à certains élèves d'avoir plus de soutien. De plus, dans la phase de consolidation, qui peut durer des mois, lors desquels l'enseignant et les élèves vont venir plusieurs fois sur les apprentissages, il est également possible d'envisager une forme de différenciation pour proposer des exercices de rappel différents. Voilà à quoi peut ressembler une classe entre la pratique guidée et la pratique autonome. Les élèves qui ont réussi l'évaluation formative ont débuté la pratique autonome. Les autres sont toujours en pratique guidée. Ils peuvent recevoir plus d'aide de l'enseignant. De plus, il y a la possibilité de mettre en place un tutorat entre les élèves, notamment par certains élèves qui auraient beaucoup plus de facilité. Ainsi, ces élèves peuvent aider leurs camarades en faisant de l'enseignement réciproque, par exemple. De plus, comme le montre le schéma, les étapes de l'enseignement explicite ne sont pas linéaires. C'est-à-dire que l'élève ne va pas forcément passer de l'ouverture au modelage, à la pratique guidée, à la pratique autonome et à la clôture de façon linéaire. Les étapes de l'enseignement explicite sont itératives. Pour certains élèves, il peut être intéressant de revenir à une étape antérieure pour leur fournir de l'aide. Un exemple concret, un élève a débuté la pratique autonome, mais il reste encore un peu fragile au niveau de ses apprentissages. Il est tout à fait possible, c'est bien conseillé, de revenir en pratique guidée avec lui pour retravailler certaines notions. Tout comme il est possible de lui dispenser un nouveau modelage pour lui montrer la manière de procéder. Alors, dans l'idéal, l'enseignement explicite est couplé avec le modèle de réponse à l'intervention. J'y reviendrai également à la fin du webinaire pour les personnes que ça intéresse pour aller plus loin sur ce modèle. Alors, dans ce modèle, l'enseignement explicite ou efficace est proposé à tous les élèves. C'est-à-dire que tout ce qu'on présente depuis tout à l'heure est proposé à tous les élèves. Et on estime, dans les écoles qui mettent ça en place, que cela sera suffisant pour environ 80% d'entre eux. Dans tous les cas, c'est la réussite aux évaluations formatives, aux exercices qui permettent d'identifier les élèves ayant un besoin de soutien supplémentaire. Les élèves ayant besoin d'une aide supplémentaire sont alors regroupés en sous-groupes pour intensifier cette aide dont ils ont besoin. Pour les élèves rencontrant des difficultés particulières et pour lesquels le deuxième palier n'est pas suffisant, on ne les abandonne pas, ceux-ci reçoivent une aide supplémentaire, souvent d'un spécialiste, pour les soutenir dans leurs apprentissages. Abordons désormais le deuxième point, à savoir le fait que l'enseignement explicite propose une progression prudente des élèves. En effet, il y a des points de vérification qui sont prévus tout au long de la démarche. J'ai un problème avec mes dias qui passent toutes seules. Tout au long de la démarche. À chaque étape, entre chaque étape, on va s'assurer que les élèves maîtrisent les savoirs et savoir-faire nécessaires pour passer à l'étape suivante. C'est pour ça qu'il y a une vérification des prérequis lors de l'ouverture, des évaluations formatives lors de la pratique guidée, aussi après la pratique autonome, et aussi à la fin de la pratique autonome. Dans la phase de consolidation, on va pouvoir aussi réaliser des évaluations formatives. Un exercice peut servir au fond d'évaluation formative. Et à chaque fois, si on voit que les élèves ont des fragilités, des difficultés, eh bien, il va y avoir un soutien qui doit être envisagé, un réenseignement qui est prévu. Dit autrement, la démarche d'enseignement explicite comporte plusieurs mesures pour éviter de construire des apprentissages sur du sable. J'aime assez bien ce que Marie évoquait tout à l'heure avec cette image de construire sur du sable. J'ai parlé des différents points de vérification entre les étapes, mais aussi au sein de chaque étape. Au sein de chaque étape, l'enseignant va également s'assurer de la compréhension des élèves. Dans une forme de prudence, il va vérifier la compréhension de tous ses élèves de façon fine et soutenue. Marie l'a expliqué tout à l'heure. Cela implique aussi un statut particulier de la réponse des élèves. Il ne s'agit pas nécessairement de donner la bonne réponse. Naturellement, tout enseignant est content quand ses élèves donnent la bonne réponse, moi le premier, mais ce qui est recherché, c'est surtout que l'élève partage sa compréhension
pour pouvoir être aidé au besoin. En complément, l'enseignant va donner de nombreuses rétroactions, voire réenseigner les notions. C'est pour ça que je veux dire qu'il y a une progression qui est prudente. La démarche d'enseignement explicite, elle tient compte également des connaissances actuelles de la psychologie cognitive, notamment celles portant sur la charge cognitive, et ça, on a pu l'évoquer auparavant. Abordons désormais la troisième partie, la centration de l'attention sur les apprentissages visés. Pour maximiser le temps des élèves, les chances des élèves de réaliser les apprentissages qui sont visés, l'enseignement explicite centre l'attention de l'enseignant et des élèves sur les apprentissages tout au long du modèle PIC, planification, interaction, consolidation. L'enseignant va assurer la continuité curriculaire lorsqu'il planifie. À chaque étape, l'enseignant va capter l'attention des élèves pour la centrer sur la tâche. Et on sait que ça peut être un défi pour certains enseignants. Moi, le premier, j'ai en mémoire des élèves pour qui être concentré sur la tâche est un défi. L'enseignant va également travailler minutieusement une définition claire des objectifs. Et ces objectifs, ils vont accompagner l'élève tout au long de la démarche. Ça va les guider vers où on doit aller. Et encore une fois, les enseignants qui nous écoutent ce soir auront certainement en mémoire l'un ou l'autre élève. C'est pas une chose si évidente de voir exactement vers où on va. Et puis, de façon circulaire, je reviens ici à l'itérativité de la démarche, les différentes étapes sont toutes centrées sur le même apprentissage visé pour permettre aux élèves d'atteindre les objectifs. Par ailleurs, lors d'une notion d'enseignement explicite, on va essayer de maximiser le temps d'apprentissage. Et ça, c'est important aussi pour tous les élèves. Ça semble aller de soi, dit comme ça, mais pour les élèves qui sont particulièrement en difficulté, que l'on qualifie parfois d'élèves en retard d'apprentissage, eh bien, tout ce travail pour maximiser le temps d'apprentissage des élèves en centrant l'attention sur l'apprentissage visé, c'est aussi une manière de soutenir un enseignement équitable et de gérer l'hétérogénéité des élèves. Alors, je vois que la dia est encore une fois passée, je m'en excuse. Vous avez eu un teaser sur ce qui doit arriver. Voilà. Alors, tout ce que je viens de dire, je ne voudrais pas que ce soit mal interprété, et je tiens à rappeler que naturellement, tout ce travail pour maximiser le temps d'apprentissage, pour gérer l'hétérogénéité des élèves, ça ne se fait pas au détriment du sens, de l'objet de l'apprentissage. Notamment, c'est en précisant l'importance des notions abordées lors de l'ouverture et de la clôture, en utilisant des exemples qui sont riches de sens, culturellement intéressants, avec des situations intéressantes, etc., où on peut soutenir toute la richesse des connaissances qu'on partage. En conclusion, à partir de tout ce qui vient d'être dit, on peut soutenir que l'enseignement explicite met l'apprentissage au centre, dans la visée de soutenir fortement l'apprentissage du plus grand nombre d'élèves. Pour cela, un ensemble de dispositions sont prises, de la planification à la consolidation, avec une progression prudente, portant une attention particulière aux élèves les plus en difficulté. La démarche d'enseignement explicite ne cherche pas à exclure les élèves, mais au contraire à les inclure un maximum et de répondre à leurs besoins spécifiques. Voilà qui clôture la première partie de notre webinaire. Alors, je me doute que dans le chat, nous avons reçu plusieurs questions, même certainement beaucoup. Alors, il y en a une que j'avais reçue tout à l'heure, que j'ai lue. C'est toutes ces étapes doivent-elles être réalisées en une seule séquence? Alors, bien sûr que non, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Si je reprends un peu ce que nous, on a pu observer dans les classes, et mes collègues pourront compléter, a priori, vérifier les objectifs, c'est environ 5-6 minutes. Le modelage, et parfois on centre beaucoup l'attention de l'enseignement explicite sur le modelage, ce n'est qu'une dizaine de minutes. Un premier modelage, c'est une dizaine de minutes. Il fait déjà un quart d'heure de séquence. Ensuite, il y a la pratique guidée. En fait, la pratique guidée, c'est l'étape la plus longue, puisque, comme on l'a présenté, on ne veut pas construire sur du sable. Et donc, cette étape va être aussi longue que nécessaire. Et on peut quand même douter que pour beaucoup d'apprentissage, arriver à faire une pratique guidée, même en les 40 minutes qui restent de cours, ce n'est pas possible. Donc, ça peut durer plusieurs séances. Et ensuite, la pratique autonome, etc.
Tout comme il peut y avoir plusieurs petits modelages. On peut présenter, je prends ici l'exemple qui est dans le livre de la multiplication écrite. On peut d'abord présenter comment poser une multiplication, puis seulement après comment la résoudre. Et entre les deux, on peut faire une petite pratique guidée ou, ou autonome. Voilà pour donner une réponse. Il y avait une autre question qui porte, donc qui nous demandait en fait qu'en était-il des 5 à 10% d'élèves en difficulté, notamment en haut de la pyramide, on va dire, du modèle de réponse à l'intervention, qui nous demande de donner des précisions sur ce modèle qui est très intéressant. Effectivement, en fait, l'idée ici de ce modèle, c'est déjà pour tous de proposer un enseignement efficace et explicite qui va, selon les recherches, qui a montré son efficacité en général auprès de 80% des élèves, mais pour les autres, il est nécessaire de proposer finalement d'autres pistes. Alors souvent, au deuxième palier, on va intensifier les modalités d'enseignement efficaces. Donc, on va en fait faire de l'enseignement encore plus explicite en sous-groupes d'élèves regroupés temporairement selon leurs difficultés. En tout cas, c'est une des modalités qui peut être mise en place au palier 2 par l'enseignant, mais déjà à ce moment-là, il peut être aidé, si possible, par du personnel complémentaire. Et tout en haut de la pyramide, pour les 5 à 10% d'élèves les plus en difficulté, là, souvent, ça va être des interventions individualisées, intensives, et vraiment centrées sur leurs difficultés. Et souvent, à ce moment-là, que ce soit pour des difficultés scolaires ou comportementales, l'enseignant n'y arrivera pas forcément seul. Et on aura besoin d'aide supplémentaire, de spécialistes, que ce soit du comportement ou de l'apprentissage, pour pouvoir venir en aide à l'enseignant et à l'élève à ce niveau-là. Alors ici, on en fait une présentation assez brève dans le cadre de ce webinaire-ci pour des raisons de temps, mais on vous invitera à la fin du webinaire à un événement qui porte spécifiquement là-dessus. Et dire aussi que ce modèle-là, il est émergent finalement en Europe et il nécessite plus, pour être mis en œuvre vraiment dans les règles de l'art, il nécessite plus que simplement la bonne volonté de l'enseignant dans sa classe, mais une sorte de révision finalement plus profonde de la manière dont on organise l'enseignement dans une école et dans un système éducatif. Est-ce qu'on prend encore une question ou pas? Peut-être une remarque par rapport à une des questions qui parle de pédagogie active. Alors, c'est toujours un peu surprenant parce que de la pédagogie qui ne serait pas active, ce serait sans doute pas de la pédagogie pour ce qui nous concerne. Donc l'idée que préciser le cadre, etc., ce serait le domaine de la pédagogie active, c'est le domaine de la pédagogie. Et je pense que l'enseignement explicite, c'est une approche active. L'élève n'est pas passif, c'est pas l'enseignant qui fait tout, mais c'est un enseignement qui est structuré, pensé, organisé. Donc je pense qu'on a toujours un peu de mal avec cette question, donc ça vaut la peine de la traiter. Si par pédagogie active on entend pédagogie de la découverte, alors c'est une autre question, mais je pense que se cacher derrière certains mots n'aide pas, à mon avis. Je crois que ce n'est pas une bonne idée. Et sur l'idée de l'activité, je me permets de te compléter, Marc, c'est que même pendant le modelage, puisque par activité, en fait, on entend surtout activité cognitive, donc ce qui se passe dans la tête, et pas forcément l'idée d'activité physique. Même pendant le modelage, les élèves sont très actifs, puisque l'enseignant les invite à faire des liens, à se poser des questions, à préparer des questions à lui poser et à faire des liens avec leurs apprentissages précédents et à se préparer à réaliser à leur tour la tâche. Donc, même dans une étape où ils pourraient sembler a priori plus passifs, en réalité, ce n'est pas le cas et ce n'est pas le but recherché. Et j'ajouterais que si on fait un lien, par exemple, avec la pédagogie coopérative, eh bien, tout ce qui se passe en enseignement réciproque, Marie l'a évoqué brièvement tout à l'heure, mais quand donc un élève va réexpliquer à l'autre et puis l'autre va réexpliquer, etc., on rentre dans une coopération entre élèves. Et je pense qu'une classe où on fait de l'enseignement explicite, en fait, il y a une vraie coopération entre à la fois l'élève et les enseignants, où l'enseignant va partager sa réflexion sur comment on fait quelque chose, il va donner accès finalement à sa réflexion, l'élève va le faire aussi, et il y a une aide constante, alors à la fois de l'enseignant vers l'élève, mais aussi des élèves entre eux, on parlait du tutorat également, et je pense que toutes des approches qui viennent
autour, enfin même non, qui ne sont pas autour, qui sont à l'intérieur de l'enseignement, au cœur de l'enseignement explicite. Et parfois, on se sent un peu trop sur le modelage et on oublie de voir en fait que tout ce qu'il y a autour. Et le modelage, c'est 10 minutes. Alors qu'en fait, tout le reste, c'est là où il y aura aussi beaucoup d'autres choses. Alors, je vais d'abord commencer par répondre à une première question. C'est pourquoi est-ce que j'ai mis en œuvre l'enseignement explicite au sein de ma classe? Eh bien, c'est une réflexion pédagogique qui a pris un certain temps parce que je ne connaissais pas l'enseignement explicite à l'issue de mes études à la haute école. Je l'ai découvert seulement à l'université quand j'ai fait mon master en sciences de l'éducation. Et donc, c'est le contexte dans lequel j'évolue qui m'a interrogée, ainsi que les programmes, les référentiels que l'on doit travailler au sein des classes, et enfin les enfants que j'avais en face de moi. Alors, au niveau du contexte, je suis titulaire d'une classe double, donc j'ai des élèves de 5e et 6e primaire dans ma classe, donc des enfants qui ont entre 10 et 12 ans. Donc, il faut jongler d'un niveau à l'autre et faire des défis quand il y a déjà 2 années et puis des niveaux différents entre les élèves. C'est quand même fort compliqué. Je constatais que je perdais des élèves en cours de route. Et puis, dans ma classe, j'ai des élèves qui sont issus d'un internat pour des enfants qui ont des problèmes familiaux et ou comportementaux. Et donc, je devais aussi traiter avec cette problématique-là et trouver des solutions pour que tout le monde puisse apprendre dans les meilleures conditions. Alors, au niveau des programmes, on sait qu'ils sont surchargés et qu'il est difficile d'en voir le bout. Pourtant, en 6e primaire, il y a une évaluation certificative qui clôture les primaires. Et donc, je dois quand même aboutir je dois quand même terminer mon programme. Et donc, ce n'était pas toujours évident de le faire. Et enfin, j'ai constaté que j'avais des enfants de plus en plus en difficulté en face de moi, que ce soit des difficultés d'apprentissage avec de la dysphasie notamment, mais aussi des difficultés comportementales. Et c'est au travers de l'enseignement explicite que j'ai trouvé le plus de solutions pour répondre à toutes ces problématiques, parce que comme Marie vient d'en parler, l'enseignement explicite va me permettre et me permet de gérer les comportements. Je peux tenir compte des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage avec une différenciation qui est raisonnable et raisonnée. Et enfin, ça me permet de mieux gérer le temps en classe. Alors, comment je fais avec mes élèves pour mettre en œuvre l'enseignement explicite? Pour répondre à cette question, je vais développer 2 points. D'abord, l'enseignement explicite des contenus et puis l'enseignement explicite des comportements. Alors, avec mes élèves, je vais d'abord leur expliquer ce qu'est l'enseignement explicite parce qu'ils ne connaissent pas forcément cette méthode. Donc, je leur présente cette pédagogie en utilisant les bons mots et j'utilise aussi des pictogrammes qui ne sont pas les mêmes que Marie a présentés et qui sont ici du livre, mais qui sont inspirés de là. Et puis, je leur explique aussi le système de désignation aléatoire qui va me permettre d'interroger tous les élèves. Donc, c'est un système de bâtonnet où je pioche les élèves et régulièrement, j'interromps mon apprentissage pour leur poser des questions et pour voir s'ils sont toujours bien avec moi. Et donc, je constate que je perds moins les enfants. Ils sont davantage concentrés et parce qu'ils sont susceptibles à tout moment d'être interrogés. Et ils apprécient assez bien cette méthode parce que ce n'est pas madame qui décide finalement, c'est aléatoire, c'est le sort qui les désigne. Alors, quelle leçon est-ce que je fais en enseignement explicite? D'abord, créer une leçon d'enseignement explicite, ça prend du temps. Donc, par facilité, j'avais commencé par un concept assez simple. Et finalement, c'était aussi une bonne entrée pour les enfants qui découvrent la méthode. Donc, qu'est-ce que j'entends par concept assez simple? C'est un concept où il n'y a qu'une procédure. Par exemple, un procédé de calcul mental, on va utiliser une procédure pour arriver à la bonne réponse. Et puis, petit à petit, quand je me suis sentie plus à l'aise avec la construction de leçons en enseignement explicite, alors j'ai construit des leçons pour des matières plus complexes, comme des stratégies de lecture ou de la résolution de problèmes. Quand est-ce que je fais ces leçons? Eh bien, dès le début de l'année. Donc, la première semaine, mes élèves découvrent l'enseignement explicite. Mais je ne fais pas toutes mes leçons en enseignement explicite. Ça dépend si c'est un nœud matière, du temps dont je dispose et de la visée pédagogique. En fait, je m'inspire du schéma que Marie vous a présenté sur le niveau de guidance. Mais par exemple, certaines leçons pourraient se baser sur de la recherche documentaire. Mais par contre, la stratégie comment faire une recherche documentaire, c'est quand même un point important. Et donc ça, je vais le faire avec mes élèves en enseignement explicite.
Et alors, la première année où j'ai mis en place l'enseignement explicite dans ma classe, c'était d'abord quelques leçons. Et puis, petit à petit, il y en a de plus en plus. Et puis, quand on construit une leçon en enseignement explicite en conjugaison, finalement, le canevas se répète pour tous les temps de conjugaison. Pareil pour un procédé de calcul mental ou pour une stratégie de lecture. La structure reste la même et donc ça facilite la construction de la leçon. Quel support est-ce que j'utilise pour l'enseignement explicite des contenus? J'utilise énormément les PowerPoint parce que ça me permet à moi d'avoir un support visuel et de bien suivre les différentes étapes, mais aussi aux élèves de savoir où on se situe dans l'apprentissage. Ça me permet aussi de faire des marches arrière quand il s'agit de différencier et de revenir sur un point avec certains, ou si je dois refaire un modelage, mon support n'a pas disparu. Alors, pour ce qui est de l'exercice, de la pratique guidée et de la pratique autonome, j'utilise des feuilles d'exercice classiques, mais ce n'est pas uniquement ça. J'intègre aussi des outils numériques avec l'utilisation d'applications telles que Kahoot ou Plickers. Et on peut aussi, et je le fais notamment pour du calcul écrit, insérer des ceintures de compétences dans tout ce qui est exercice et pour automatiser finalement les apprentissages avec les élèves. Alors, au niveau de l'enseignement explicite des comportements, quand est-ce que je le fais? Dès le début de l'année, parce que c'est à ce moment-là qu'on pose les bases des règles de la classe. C'est une très grosse leçon qui est découpée en plusieurs moments. Donc, ça prend un peu de temps, mais c'est bénéfique pour la suite. Parce que je constate quand même que mes élèves ont moins de difficultés comportementales et sont très bien au courant de ce que j'attends d'eux et de ce que je souhaite voir au sein de la classe. Alors, je le fais aussi dès que j'en ressens le besoin. S'il y a une règle qui est moins respectée pendant un certain temps, je refais un point là-dessus. Et enfin, à chaque retour de congé, je fais un gros rappel sur toutes ces règles. Alors, comment ça se présente? La leçon que j'ai construite, elle se base sur la leçon que vous pouvez trouver dans le bouquin qu'on célèbre aujourd'hui. Alors, j'ai choisi deux valeurs qui sont le respect et la responsabilité, et j'ai défini des règles qui sont liées à cela. Et quand mes élèves respectent ces règles, je fais attention à les renforcer positivement, d'abord verbalement, mais à cela, je peux ajouter un renforcement tangible qui se présente dans ma classe sous forme de bons points, des petits jetons qu'ils reçoivent. Et alors, je vous dis que la leçon se base sur celle du bouquin parce que je l'ai un peu modifiée. Les enfants peuvent garder ces jetons pour eux ou bien décider de les mettre dans un pot collectif. Et avec cela, ils ont droit à des privilèges qui ne coûtent rien à la classe et qui font plaisir aux enfants. Et puis, ça fait une bonne motivation supplémentaire pour se comporter correctement en classe. Alors, quels sont les bénéfices que je retire personnellement de l'enseignement explicite? Ça répond à ma problématique du départ et à la réflexion que j'avais. Je gagne inévitablement du temps et donc je peux boucler plus facilement mes matières. J'ai récupéré tous les élèves, donc des élèves que je perdais parfois lorsque je faisais des défis. Maintenant, je constate qu'ils suivent et ils sont contents d'être avec moi et de comprendre. Alors, ça ne veut pas dire que je ne fais plus de défis, ça veut juste dire que je ne le fais plus au même moment. Donc, je ne commence plus par un défi, je vais d'abord bien poser les bases. Et puis, quand les enfants auront bien compris cela et automatisé, on va pouvoir faire des transferts dans des défis, par exemple. Et puis, je m'y retrouve aussi au niveau de la différenciation qui est raisonnable et raisonnée. Donc, je ne fais plus 6 activités différentes pour démarrer quelque chose. Tout le monde démarre de la même façon. Et puis après, on avise en fonction de comment les enfants avancent dans les différentes étapes de la leçon en enseignement explicite. Et pour les enfants, finalement, quels sont les bénéfices? Eux, ils y voient clair, ils savent où on va. Donc, l'enseignement explicite, on commence par définir l'objectif de la leçon. Et c'est vrai que parfois, on n'y pense pas et ça peut nous sembler évident en tant qu'enseignant, mais les enfants, eux, ils ne savent pas où on veut en venir. Et donc là, maintenant, ils y voient clair. Ils connaissent l'objectif, ils connaissent les étapes par lesquelles on va passer et ils savent bien le déroulement de la leçon. Ça permet de plus facilement d'automatiser les apprentissages et de transférer ces apprentissages. Puis on entre dans un cercle vertueux où les résultats sont positifs. Donc mes élèves qui étaient en difficulté, qui avaient parfois une perte de confiance en eux, ils retrouvent confiance. Mais comme ils ont confiance, ils sont encore plus productifs. Et donc on est dans un sacré cercle positif tous ensemble. Et en dernier point, il y a la responsabilisation. Donc, pour cela, j'utilise la formule de M. Bissonnette et de ses collègues qui est que R est égal à E fois S. Donc, les résultats de mes élèves,
sont issus de leurs efforts combinés avec les stratégies que je leur propose. Et donc, ça leur renvoie un peu la balle sur, tiens, finalement, si je ne réussis pas, ben, peut-être que c'est parce que je n'ai pas fait assez d'efforts. Donc, ça les responsabilise aussi dans leurs apprentissages. J'espère que cela vous inspire et que vous pourrez trouver des petites idées ici et là pour mettre en place vous-même l'enseignement explicite au sein de vos classes. Donc, pourquoi je mets en œuvre l'enseignement explicite? Ah, ça ne veut pas avancer. Donc, voilà. Pourquoi je mets en œuvre l'enseignement explicite? C'est parce que j'ai une classe de 21 élèves en 3e maternelle et j'ai découvert que l'enseignement explicite pouvait répondre aux défis que je rencontre au quotidien. Cette méthode, introduite donc par Madame Boquillon lors de mes cours en master, m'a tout de suite captivée et j'ai donc lu le livre que l'on vous présente aujourd'hui et j'ai décidé donc de tester cette approche dans ma classe. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est son fondement scientifique, son efficacité qui est éprouvée. Et elle m'aide à gérer au quotidien donc aussi une classe hétérogène avec des enfants en inclusion qui ont des besoins spécifiques et qui sont issus de milieux multiculturels, parfois avec aussi des enfants qui sont donc allophones. Alors, grâce à cette méthode, je peux mieux structurer ma classe et répondre aux besoins variés des enfants, ce qui facilite surtout la gestion de la classe. Alors, comment mettre en œuvre l'enseignement explicite? Je vais vous le présenter donc par un exemple concret qui était d'apprendre à dessiner un bonhomme. Alors, d'abord, j'ai présenté aux enfants les objectifs. J'ai commencé par expliquer aux élèves pourquoi c'était intéressant de savoir dessiner un bonhomme. Donc, eux, ils m'ont répondu que c'était pour savoir où placer les parties du corps. Je leur ai montré que cela leur permettrait aussi de dessiner tous les personnages qu'ils auraient envie, leur maman, Saint-Nicolas, etc. Et puis, nous avons vérifié les prérequis. Donc ici, c'était le schéma corporel et la structuration spatiale que j'ai vérifié aussi en montrant des contre-exemples. Par exemple, avec un tableau effaçable, eh bien, je dessinais la tête du bonhomme en bas de ma page. Et donc là, il me disait, ben non, ça ne va pas, tu ne sauras pas dessiner le reste de ton personnage. Ou alors, je dessinais une tête qui était trop petite. Donc, il me disait, ben non, ça ne va pas non plus, tu ne sauras pas dessiner tout ce qu'il y a sur le visage. Alors ensuite, j'ai aussi adapté les outils que l'on peut trouver dans le livre de Madame Boquillon, qui est donc l'échelle d'apprentissage. Je l'ai ajusté pour une classe de maternelle, vous pouvez la voir ici avec les petits pandas. Et je leur montrais donc à quelle étape nous étions arrivés en leur lisant ce qu'on faisait à chaque étape, ce que moi je faisais à chaque étape et ce qu'eux étaient capables de faire à chaque étape. Alors ensuite, on passe à la pratique guidée. Donc, dans cette étape, je travaille avec l'ensemble de la classe. Donc, chaque enfant reçoit à ce moment-là un tableau effaçable et nous avançons pas à pas. Je rappelle une étape, par exemple, dessiner la tête. Je montre comment faire. Les élèves reproduisent en même temps que moi sur leur tableau effaçable. Et ensuite, je passe près de chaque élève pour leur donner un feedback immédiat. Donc, si nécessaire, je les invite à recommencer puisque c'est un tableau effaçable et donc, ils savaient effacer, recommencer ce qui n'allait pas. Donc, nous procédons ainsi pour toutes les étapes jusqu'à ce que le bonhomme soit terminé. Donc, vous pouvez voir ici le produit final du bonhomme sur cette photo. Alors, une fois la pratique guidée terminée, nous passons donc à la pratique autonome où les enfants travaillent seuls dans un cahier qui est dédié à cet effet. Chaque mois, ils dessinent un bonhomme, ce qui me permet de suivre leur progression. Alors, voici un exemple concret de progrès réalisé. Donc, en septembre, on voit que l'élève ne montre aucune motivation ni concentration pour dessiner ou colorier le bonhomme. Il faut savoir que là, je n'avais pas utilisé la méthode d'enseignement explicite.
En octobre, donc là, avec l'enseignement explicite, il est capable de suivre les étapes, il reste concentré et me demande même un casque pour mieux se focaliser sur son dessin. Alors, lors d'une activité de découpage l'après-midi sur le Saint-Nicolas, je leur ai donc rappelé l'apprentissage du matin sur le bonhomme. Et cet élève, en particulier, a montré une application remarquable tout au long de la journée. Alors, quels sont les bénéfices pour moi de l'enseignement explicite? Donc, pour moi, la pratique est plus réfléchie, structurée. Il y a une gestion de classe qui est facilitée parce que les routines instaurées permettent de maintenir l'attention des élèves. Par exemple, le système de réponse aléatoire, donc le tirage au sort que Chloé a expliqué, garde tout le monde attentif et permet aussi de ne pas interroger uniquement les élèves qui connaissent déjà la réponse. Cela donne donc une chance à tout le monde d'apprendre. Et la motivation est renforcée parce qu'en observant les progrès des élèves, j'ai un sentiment de confiance en moi qui me motive à poursuivre cette méthode et aussi à la transmettre aux autres. Alors, quels sont les bénéfices de l'enseignement explicite pour les élèves? Il y en a beaucoup, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. Alors, pour moi, il y a une adaptabilité. La méthode s'adapte au niveau des élèves en réduisant les inégalités. La routine est rassurante. Les élèves se sentent en sécurité grâce à des démarches structurées et répétitives. Les progrès sont rapides et visibles. Les automatismes acquis facilitent l'apprentissage et les consolident. Alors, une meilleure compréhension grâce à des consignes qui sont claires et des étapes détaillées. La différenciation est plus efficace. Les élèves en difficulté donc bénéficient d'un accompagnement personnalisé et les élèves autonomes peuvent approfondir leurs connaissances. Et quelque chose qui pour moi est quand même assez important, c'est la préparation à la transition vers le primaire. Cette méthode habitue donc les élèves à des démarches plus formelles tout en restant compatibles avec d'autres approches, comme par exemple les jeux que j'utilise lors de mes pratiques autonomes ou les outils numériques. Et cela permet aussi de développer des compétences métacognitives. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'expérimenter cette approche. Alors, donc, je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai mis en œuvre l'enseignement explicite dans ma classe. Donc, en fait, tout simplement, je suis partie des textes officiels qui concernent le public d'élèves que j'accueille, à savoir donc des collégiens. Et ce sont des élèves qui présentent de graves difficultés scolaires persistantes auxquelles n'ont pu remédier les actions de prévention, d'aide et de soutien. Ce sont donc des élèves qui n'ont pas atteint les compétences attendues, qui ont un parcours scolaire très fragile et qui ont eu une expérience répétée de l'échec. Et donc, on peut forcément deviner que ça a forcément porté atteinte à leur confiance en eux. Et pourtant, on nous demande, pour ces élèves, l'acquisition des compétences du socle commun. Autrement dit, moi, je me suis posé la question, c'est comment faire, moi, en tant qu'enseignante, pour redonner le goût aux apprentissages à ces élèves, les mettre sur le chemin de la réussite scolaire, les monter en compétences, tout en restaurant leur sentiment d'efficacité personnelle. Eh bien, c'est là, en fait, où la recherche apporte des pistes intéressantes, parce que si on regarde la définition de ce qu'est un enseignement efficace, en fait, on devine tout de suite que l'enseignement explicite pourra faire progresser tous mes élèves. Alors maintenant, comment moi je l'ai mis en œuvre dans ma classe? Donc tout comme mes collègues précédemment, je vous donne 2 exemples concrets, un de gestion de classe et ensuite de contenu d'apprentissage. Alors pour reprendre à la formule de monsieur Bissonnette, pour créer un environnement sécuritaire, ordonné et prévisible, eh bien tout simplement, j'ai enseigné de manière explicite les comportements attendus en début d'année, de manière très intensive les premières semaines. Vous retrouvez ici la matrice, enfin un extrait que j'ai utilisé, qui est présente donc dans l'ouvrage présenté ce soir. Moi, j'ai défini les 3 valeurs de ma classe, respect, sécurité, coopération, et ensuite cela est décliné en différents moments de vie de classe. Une fois que ces comportements ont été enseignés de manière explicite, eh bien, ils sont placardés dans ma classe. C'est l'affichage que vous voyez à votre droite. On les placarde, on s'y réfère autant que possible. Et bien sûr, on réapprend ces comportements lors de périodes un petit peu critiques, notamment avant les vacances, au retour des vacances, ou si la météo a un petit peu été perturbée.
Voilà. Ensuite, pour l'encadrement de mes élèves, eh bien, j'utilise les renforcements positifs qui soient à la fois verbaux et tangibles. Donc là, voilà, super, tu as levé la main pour prendre la parole, c'est une belle marque de respect, continue. Et puis, je le couple au tangible. Donc ici, c'est ma contingence de classe avec le pot de pâte que j'utilise. J'ai utilisé les deux ici parce que l'idée, c'était vraiment de raccrocher mes élèves le plus vite possible au chemin de l'école. Et grâce à ce pot de pâte, en fait, ils peuvent facilement mesurer rapidement leurs efforts, ce qui est hyper motivant pour eux. Dans la gestion de participation des élèves, j'utilise la pioche, ce système de désignation aléatoire que mes élèves aiment beaucoup en fait, et on retrouve vraiment la double efficacité, à savoir un maintien de l'attention, ce qui est vraiment bien pour mes élèves qui ont une attention assez limitée, et puis bien sûr interroger tous les élèves, y compris les plus réservés. Alors maintenant, en termes d'exemples de contenu d'apprentissage, moi je me suis penchée sur les stratégies de compréhension parce que c'est une tâche qui est dite faiblement structurée, c'est-à-dire qu'elle est vraiment difficilement composable en un nombre défini d'habiletés. Et donc, moi, en fait, j'ai décidé de m'y coller parce que mes élèves, il faut que je les rende des lecteurs autonomes. Alors, voici comment je m'y prends. On retrouve la méthode PIC. Donc, par rapport à la planification, j'utilise ma méthode à rebours. Puis au niveau de l'interaction, qui reste le cœur de la séance, eh bien, pour tout ce qui est modelage et pratique guidée, mes élèves sont assis dans ce U que vous voyez en bas à gauche de l'écran. Ils sont en U parce que je veux absolument capter leur attention et être du coup qu'ils perçoivent le plus rapidement possible et le plus efficacement le modelage que je vais leur transmettre. À droite, vous avez une disposition de classe que j'ai aussi en îlot, que j'utiliserai davantage pour un enseignement réciproque ou une pratique autonome. Et bien sûr, pendant ces phases-là, que ce soit pratique guidée ou pratique autonome, j'utiliserai un grand nombre d'objectivations, de rétroactions dites efficaces, telles qu'elles sont listées dans l'ouvrage présenté encore une fois ce soir. Toujours en restant dans ma méthode PIC, dans la consolidation, eh bien, en termes de routine quotidienne, on va revoir le référentiel des stratégies qu'on a vues en classe. Donc là, ici, c'était se créer des images mentales. Donc ce référentiel, on va le travailler tous les jours. Et puis, au fur et à mesure, il va rejoindre le porte-clés des stratégies que j'ai fait avec mes élèves et pour mes élèves. Et ce porte-clés, en fait, sera réutilisé. Notamment, moi, je le fais à la fin de période, de manière à rebrasser toutes les stratégies de compréhension qu'on a vues sur des textes différents. Alors, quels sont, pour moi, les bénéfices de l'enseignement explicite ? Eh bien, en fait, pour ma pratique, j'ai pu optimiser mes gestes professionnels pour une plus grande efficacité. Moi-même, je suis montée en compétences, encore une fois, de par les objectivations, les rétroactions efficaces que j'emploie. Je ne suis plus dans des stéréotypés, comme ça avait pu être évoqué un peu plus tôt dans la conférence. Et puis, surtout, moi, j'ai apporté un grand soin à la préparation parce que la planification d'une séance, on se rend compte qu'il faut qu'elle soit minutieuse, il faut que ce soit détaillé. Et oui, peut-être que ça peut être un petit peu long, mais en fait, on y gagne en efficacité derrière. Et puis, j'ai pu conscientiser mes gestes professionnels de gestion de classe. En fait, c'était des gestes que j'utilisais déjà, notamment de l'interaction sociale positive, du renforcement positif. Ce sont des gestes pro que je fais tous les jours en classe, mais vraiment, ici, j'ai pu en prendre conscience et du coup les optimiser et me rendre compte que j'offre à mes élèves, grâce à cette gestion de classe, un climat de confiance et un cadre rassurant. Et puis, bien sûr, je suis enseignante spécialisée et donc moi, ma spécialité, c'est aussi mettre en place la différenciation dans ma classe. Et donc, c'est là, en fait, où je m'y retrouve en tant qu'enseignante, de par le modèle itératif et non linéaire que M. Bakou a présenté ce soir. Parce que, en effet, je peux revenir en arrière sur un modelage, réoffrir un modelage à un élève que je renvoyais un petit peu trop tôt en pratique guidée. Et maintenant, pour mes élèves, quels sont les bénéfices? Alors ici, je vais commencer par moi à l'échelle de ma classe. Alors tout simplement, mes élèves, ils sont déjà tous montés en niveau de compétence, que ce soit sur des tâches fortement ou faiblement structurées, ce qui est super important parce qu'en fait, moi, mes élèves que j'accueille dès la 6e, à la fin de leur parcours au collège, ils passeront le diplôme national du brevet des collèges. Et en fait, du fait de les monter tous en compétences, ça fait leur assurer à tous en fait des chances égales de réussite. J'ai eu aussi ce renforcement du sentiment d'efficacité personnelle. On se rappelle que les élèves qui arrivent dans ma classe, ils ont une très faible estime d'eux-mêmes.
Or, ici, on a vraiment non seulement ce sentiment d'efficacité qui est restauré, mais en plus qui est renforcé. Et c'est ce qui est nourri aussi par la formule de M. Bissonnette, qui a été évoquée plus tôt, la réussite égale les efforts par les stratégies. Et puis, on a aussi, avec la gestion des comportements, vraiment un très fort sentiment d'appartenance à la classe. Et avec mes élèves, on a un sentiment vraiment d'alliance entre moi et eux. Et maintenant, pour terminer, je vais me permettre d'élargir mon propos à l'échelle de mon établissement, à l'échelle du collège, parce que, et là, je vais citer avec son accord les travaux de ma collègue du collège, donc Pauline de Mailly, qui a mené en fait une expérience l'année dernière sur une classe de 6e qui accueillait à la fois mes élèves en grande difficulté scolaire et des élèves de milieu ordinaire, sans difficulté particulière. Et en fait, ces élèves-là ont reçu au cours de l'année, dans toutes les disciplines, un enseignement explicite par les enseignants qui ont été eux-mêmes formés à l'enseignement explicite. Et en fait, les résultats, la collecte de données que Pauline a fait, ont révélé 2 choses. Tout d'abord, une progression pour tous les élèves, mais en plus, une réduction des écarts entre les élèves qui sont les plus en difficulté et les meilleurs de la classe. Et enfin, et j'en parlais encore à Monsieur Renaud, Éric, qui est notre chef d'établissement ici, on parlait justement que tout cela a permis également de renforcer ce sentiment d'appartenance à l'établissement. Et en fait, il y a aussi une collecte de données au niveau de la vie scolaire qui ont montré une nette diminution du nombre de rapports d'exclusion, mais également une diminution du nombre de retenues. Voilà. Alors effectivement, nous avons enregistré les présentations. Pour les obtenir, ce que je vous invite à faire pour être certain de les recevoir dès qu'elles seront mises en ligne, c'est de vous inscrire à notre newsletter. Bien sûr, vous pourrez vous désinscrire quand bon vous semble. Laetitia va mettre tout de suite le lien pour vous inscrire à cette newsletter et vous obtiendrez par la suite les différentes manifestations. Vous pourrez également retrouver les enregistrements si vous ne désirez pas vous inscrire sur le site enseignementexplicite.be, mais il y aura peut-être un petit délai à ce moment-là. Alors, ensuite, nous espérons que ce webinaire vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous écrire un petit retour. C'est toujours vraiment agréable de recevoir des informations, un petit retour après avoir organisé ce genre de séance. Vous avez nos adresses, on les a mises tout à l'heure dans le chat, où elles sont aussi en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Nous, ça nous fait toujours très plaisir de lire vos retours. Alors, tout à l'heure, on parlait du modèle de réponse à l'intervention. Et puis, peut-être que vous avez envie d'aller plus loin. Et justement, il se fait qu'il y a 2 journées d'études qui sont prévues à Paris, organisées par des collègues. C'est 3 et 4 février. Elles ont lieu en comodal. Donc, vous pouvez y assister de chez vous. Je ne sais pas encore s'il y aura un enregistrement et si ça sera possible d'assister plus tard. Mais en tout cas, vous pouvez déjà vous inscrire. Et Marie Boquillon et moi-même aurons le plaisir de présenter 2 communications sur la formation des enseignants. Parce que là, il y avait une question qui est passée, on n'a pas eu le temps d'y répondre. Est-ce qu'on peut former les enseignants avec l'enseignement explicite? On va y répondre justement ce 3 et 4 février. Former à l'enseignement explicite, former avec l'enseignement explicite. On reviendra un peu sur ces 2 choses-là, notamment, mais pas que. Chut, tu mords pas. Aïe! Après cela, j'ai le plaisir de poursuivre en vous invitant à une conférence gratuite qui sera également offerte en comodal, qui nous permettra d'aller plus loin sur ce qui a été présenté. Cette fois-ci, on pourra écouter Marie Boquillon, pas pendant 25 minutes, mais pendant 2 heures. Ça sera une conférence qui sera dispensée dans le cadre des 40 ans de l'Institut d'administration scolaire de l'Université de Mons, notre département. Et on est vraiment heureux de pouvoir vous convier à cet événement. Les inscriptions sont obligatoires cette fois-ci, et elles sont gratuites mais obligatoires. Et pour ce faire, il y a un lien, que ce soit en présentiel ou à distance, pour vous inscrire, que Laetitia Delbar vient de partager dans le chat. Enfin, je termine bien sûr en vous rappelant que nous vous invitons forcément à parcourir, à lire, à vous intéresser au livre que l'on a rédigé. Il reprend et il va bien plus dans le détail que ce qu'on a pu faire aujourd'hui, notamment sur la planification, la gestion des comportements, les gestes, les fondements. Voilà, aujourd'hui, c'était un aperçu. Pour nous, c'était l'occasion de fêter aussi l'anniversaire de la publication de l'ouvrage. On est tout à fait ravis de voir qu'au plus fort de cette soirée, nous étions 770, 770 pour
les personnes, des personnes non belges. On termine, on est près de 500 personnes. On en est vraiment, vraiment ravis. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On remercie beaucoup les enseignantes qui ont bien voulu témoigner, qui ne sont pas habituées à cet exercice et qui l'ont fait devant plus de 500 personnes. Alors bravo à elles et merci beaucoup pour votre intérêt. Je vous souhaite une bonne soirée. On vous souhaite tous une bonne soirée.